Bonjour, bienvenue dans le studio des experts. Alors, pendant une heure, on va passer l'actualité de la semaine en revue. Et je vous promets aujourd'hui de parler de rénover des tunnels parce que ça prend du temps et ça coûte cher. On va parler de se loger parce que ça coûte cher. On va parler d'agresser des pompiers parce que ça peut coûter cher. Et pour en parler, deux politiques bruxellois et deux experts journalistes. Stéphanie Meyer, rédactrice en chef adjointe de BX1. Bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Thierry Fiorelli, journaliste au CIRO et au VIF. Bonjour. Bonjour. Alors, les charges sont élevées, les loyers sont chers, comme je le disais, et pour rattraper la perte de pouvoir d'achat, il y a notamment l'indexation des salaires et des allocations. Mais il y a aussi la possibilité d'indexer les loyers. Le gouvernement bruxellois se déchire sur ce dossier. Reportage Bernard Denuy et Nicolas Kenartz. Ces derniers mois, l'inflation n'a fait qu'augmenter. De 7,5% au mois de janvier, elle s'élève à près de 9% au mois de mai et pourrait continuer de grimper. Conséquence, tout coûte plus cher, services, produits alimentaires, carburant, mais aussi les loyers qui connaissent une inflation moyenne de 3%. Alors pour réduire la facture des locataires bruxellois, la secrétaire d'État au logement souhaite relancer le débat d'un plafond de l'indexation des loyers à 2% maximum. Il y a énormément de locataires, plus de 65% de locataires. On a un Bruxellois sur deux qui rentre dans les conditions du social. Et donc avoir une telle augmentation de son loyer à ce niveau-là, c'est juste intenable financièrement. La proposition qu'on fait aujourd'hui sur la table, elle est complètement équilibrée. On propose d'ouvrir la discussion sur 2% de la limitation de l'indexation. C'est ce qui s'est pratiqué finalement ces 20 dernières années, même si on était en deçà des 2%, mais nous on propose de l'arrondir. Et donc c'est notre base de discussion aujourd'hui. On a vraiment envie d'atterrir, on a vraiment envie de trouver un accord. Une mesure qu'elle avait pourtant déjà mise sur la table sans succès au mois de janvier. Aujourd'hui, l'initiative est soutenue notamment par le syndicat des locataires. Même si les salaires ou certaines allocations sont également indexées, elles ne le sont pas dans les proportions prises par les loyers. Du côté du syndicat national des propriétaires, on déplore d'être pointé du doigt sans solution globale à la crise. Ici, en fait, la mesure ne vise qu'eux. Et on leur fait un peu porter le poids de la crise alors qu'on n'imagine pas à ce stade refuser l'indexation des produits de l'énergie ou bien d'autres, des assurances ou des matériaux de la construction qui eux augmentent aussi, ou du revenu cadastral. Voilà, on charge les bailleurs, on leur fait porter le poids de la crise et il n'y a qu'une mesure qui s'en prend à eux. Nawal Benamou assure qu'elle relancera les discussions avec les partenaires gouvernementaux ce jeudi, en espérant convaincre l'Open VLD et Défi, jusqu'ici réticents à la proposition. Alors pour l'instant, Stéphanie Meyer, pas de fumée blanche là-dessus. Non, alors la note a bien été déposée jeudi sur la table du gouvernement. Nawal Benamou espère que les discussions vont prendre dans les prochaines semaines. Alors, on l'a dit, c'est pas évident. Il va falloir convaincre notamment le partenaire Défi. Bernard Clairfailly est assez frileux. Si c'est la même note, il dit non, ça je n'en veux pas. Faut voir un peu ce qu'il y a dedans pour en rediscuter. Du côté de Défi, en fait, on craint de décourager les investisseurs privés parce qu'on a besoin d'eux pour augmenter la taille du marché locatif accessible en région bruxelloise, pour rénover, pour construire, face à la pénurie actuelle de logements. Alors voilà, c'est une question, cette indexation des loyers, qui est sur la table, pas uniquement à Bruxelles. Elle est aussi dans d'autres pays. Le gouvernement français, par exemple, s'interroge là-dessus. Il y a des consultations qui sont faites. Il y a une piste qui est de lisser l'indice de référence des loyers sur 6 mois ou 1 an. En Espagne, la hausse des loyers là, a été plafonnée à 2% pendant 3 mois, donc une durée assez limitée. Mais donc, on voit vraiment que c'est une problématique qui agite assez le monde politique ces derniers temps. Mais le problème du logement, on en parle tout le temps d'ailleurs, puisqu'on sait qu'on manque de logements à Bruxelles, Thierry Fiorelli. On manque de logements et c'est clair que le coût, que ce soit en termes immobiliers purs ou en termes de location, de loyer, ça a explosé. Je pense que on est dans l'ordre de 12% en 2 ans, ce qui fait que on a quand même une population. Je pense qu'on a un Bruxellois sur 3 qui est pratiquement en dessous ou en approche du seuil de la pauvreté. Pour l'instant, c'est la quadrature du cercle. Comment se loger à Bruxelles si tous les prix sont non-stop occupés à augmenter sans que les revenus augmentent en proportion? Les revenus augmentent grâce à l'indexation des salaires et des allocations quand même. Hein. Heureusement. Ok, mais de nouveau, si on considère que c'est 2%, vous gagnez 2000 €, est-ce que c'est 2% de... C'est 2% à la fois. Oui, ouais. Mais est-ce qu'ils sont à la hauteur d'une augmentation de loyer
qui en fait ne respecte aucune logique, qui pourrait être une augmentation de 20% du loyer. Donc c'est un vrai casse-tête. On va voir ce qu'en pensent nos deux invités politiques. On va les accueillir. Tous les deux sont des politiques familiaux, entre guillemets. L'une partage le virus de la politique, si je puis dire, avec son partenaire, et l'autre avec son père. L'une a une formation en sciences physiques à l'UCL et l'autre en administration publique à l'ULB. L'une est dans l'opposition partout, l'autre est dans la majorité à la ville et à la région. L'une est chef de groupe et l'autre est échevin après avoir été député qu'ils entrent. Alors on accueille Françoise De Smet, chef de groupe du groupe PTB au Parlement bruxellois, et Fabien Minguin, échevin défi à la ville de Bruxelles, les affaires économiques entre autres. Enfin, il y a plein de choses, on aura l'occasion certainement d'en parler. On va commencer peut-être par vous, Françoise De Smet, parce qu'on a beaucoup parlé aussi de possibilités de majorité alternative autour de ce dossier de l'indexation des loyers. Est-ce que vous êtes prête à voter un texte que présenteraient les socialistes au Parlement bruxellois? D'abord, on va voir la proposition, évidemment, mais si c'est l'idée, effectivement, de plafonner l'indexation des loyers à 2%, on serait tout à fait prêt à voter cela, parce que les gens n'en peuvent plus, les loyers ont explosé, d'ailleurs bien au-dessus de l'indexation ces 10 dernières années, hein, donc on parle de 20% en plus que l'indexation classique. Et donc, ils ont déjà beaucoup de mal à payer leur loyer. Alors, si maintenant, en plus, leur loyer est indexé de 7-8%, ça devient vraiment impayable pour eux. Donc, on doit agir de manière pour vous, il faut aller plus loin, rapide. puisqu'il faut, en plus d'encadrer, il faut bloquer les loyers, tout simplement. Plutôt. Donc, évidemment, ça, c'est la mesure d'urgence, c'est le plafonnement de l'indexation de manière temporaire, hein, le temps que l'inflation redescende. Mais évidemment, ça ne suffit pas. On a toujours plaidé, évidemment, pour un encadrement contraignant des loyers, pour qu'il y ait une fixation des loyers sur base de critères objectifs de la qualité du logement. Et puis, on plaide évidemment aussi pour la construction beaucoup plus grande de logements sociaux, de qualité et de logements publics. Alors, Fabien Minguin, côté défi, on est plutôt contre cette proposition au sein du gouvernement. Pourquoi refuser de lutter contre finalement des solutions pour lutter contre l'inflation? Alors, on ne refuse pas de lutter contre l'inflation et d'aider les ménages à pouvoir se loger et trouver des loyers abordables. On pense juste que ça n'est pas la solution optimale. Je suis toujours un peu surpris de voir PTB vouloir faire des cadeaux de blocage d'indexation à des gens qui ont de très grands revenus et qui pourraient très bien payer une augmentation de loyer, et par contre de venir pénaliser aussi parfois, et on le sait que le Belge a la brique dans le ventre, la petite pensionnée qui a un petit logement complémentaire pour complément de sa pension, le couple qui n'a juste qu'un petit appartement, qui fait face aussi à l'indexation des frais, par exemple, que ça va engendrer. Donc on pense que c'est pas la bonne solution, qu'il y a d'autres solutions, par exemple, telles que l'allocation loyer, notamment pour les revenus les plus faibles. On sait qu'on a plus de 50 000 personnes qui sont en attente, qui pourraient bénéficier. Ce sont des discussions en cours au gouvernement. Et donc, je crois qu'il y a d'autres solutions qui peuvent venir aider ceux qui en ont vraiment besoin, qui sont, c'est vrai, aujourd'hui confrontés à une difficulté parfois de trouver un loyer abordable en région bruxelloise. Mais quand vous parliez de l'allocation loyer, c'est effectivement une bonne idée, mais le problème, c'est qu'on n'arrive même pas à la mettre en place, cette allocation loyer. Et je crois qu'effectivement que Mme Benamou pourrait travailler en priorité sur ce dossier-là, parce que je crois que c'est une solution plus juste socialement, plus ciblée, qui permet de mieux aider les locataires qui en ont besoin et qui, eux, n'arrivent pas, parce qu'ils n'ont pas les revenus suffisants ou qu'ils ont des revenus plus faibles, à trouver un loyer abordable en région bruxelloise. Stéphanie Meyer. Ça a un coût. Là, on a déjà prévu une enveloppe pour un certain nombre de personnes. Si on change un petit peu les critères pour pouvoir faire rentrer plus de personnes là-dedans, est-ce que c'est payable par la région bruxelloise? C'est la discussion qu'on doit avoir entre partenaires, mais je crois que c'est une bonne solution plutôt que de faire payer l'addition parfois des propriétaires qui ont eux aussi besoin du complément que leur apporte le loyer, qui peut être le bien qu'ils ont en complément de leur bien unique. Est-ce que l'allocation de loyer est une solution pour vous, Françoise De Smet? Alors, de nouveau, c'est un moyen direct pour aider des locataires, mais on travaille ici avec une enveloppe fermée, ça veut dire qu'on peut le donner seulement à 12 000 personnes, et je le répète, il y a quand même la moitié des ménages bruxellois qui rentrent dans les critères pour avoir un logement social. Il y a que c'est déjà énorme, 50 000 familles qui sont sur la liste d'attente, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg de tous les besoins des gens. Et donc, voilà, c'est 12 000 personnes qui peuvent recevoir une allocation loyer. Et effectivement, il y a beaucoup de problèmes pour arriver déjà, ne fût-ce qu'à la verser
augmenter actuellement. Donc il n'y a que 800 ménages qui la reçoivent aujourd'hui. Et alors l'effet pervers, ça c'est toujours ce qu'on a dit aussi, très bien pour aider directement, mais ça ne va pas empêcher la crise du logement de continuer. Donc il peut aussi y avoir un effet où les loyers vont continuer à augmenter parce que les propriétaires se disent « Ok, je sais que le locataire va recevoir une aide, donc je peux me permettre d'encore augmenter le loyer. » Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour casser cette spirale inflationniste des logements ? On l'a dit, vous l'avez évoqué dans le sujet, un des problèmes, c'est la rareté du logement en région bruxelloise, et donc de permettre que sur la construction, la rénovation de logements, faciliter les procédures de permis d'urbanisme. On donne aujourd'hui 3 fois moins de permis d'urbanisme qu'il y a dans la période 2004-2014, pour prendre des chiffres. Et donc, je crois qu'effectivement, la vraie question, c'est aussi cet accès à des logements. Et puis, peut-être que les pouvoirs publics, qui, ces 20 dernières années, ont tout le temps tenté de construire des logements publics abordables sans arriver à produire un nombre d'unités à un rythme assez suffisant que pour répondre à la demande, pourraient aussi aller acquérir des logements, en confier un peu plus aux AIS. Je crois que c'est par ce genre de mécanisme qu'on peut aussi agir sur cette rareté du logement qui est une des causes des prix élevés des logements en région bruxelloise. La ville de Bruxelles, qui est déjà propriétaire de pas mal d'immobilier, on peut aller plus loin, vous pensez ? Oui, bien sûr, et c'est des choses sur lesquelles on travaille effectivement, notamment se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas, pour aller plus vite, parce qu'on sait que par construire de logements publics, on a des difficultés pour obtenir les permis, que les combats sont parfois longs pour arriver à construire le logement public, aller peut-être chercher du logement déjà construit, l'acquérir, ça coûterait peut-être moins cher et ça irait peut-être plus vite, et ça permettrait au pouvoir public de répondre à ses besoins de logements abordables. Je voudrais que vous répondiez aussi sur cette notion de majorité alternative dont je parlais au début. Si on parle d'une majorité alternative avec le PTB, le PS et Écolo d'un côté, quelle sera la réaction de Défi ? Alors, on est d'abord à essayer de trouver une solution dans le gouvernement. Alors, c'est vrai que c'est un gouvernement où Défi fait valoir ses prises de position, exprime son point de vue, et donc ça peut parfois donner des discussions. Vous avez l'air un peu isolé parfois au sein du gouvernement. Ça ne nous dérange pas, on a notre vision de la société et on la fait entendre. Et donc, oui, il y a des discussions franches en gouvernement, mais nous sommes toujours ouverts à la discussion dans le cadre du gouvernement. Et puis, j'espère que les débats pourront aboutir. Dans la Libre de vendredi, on faisait allusion à un départ peut-être prochain de Bernard Clerfailly du gouvernement bruxellois. Ça vous semble être plausible, une bonne idée, une mauvaise idée ? Je ne suis pas à la tête de Bernard Clerfailly. Je crois que c'est à lui de voir comment il veut gérer la séquence de 2024. Après, j'ai toute confiance dans le parti et dans les personnalités du parti pour de toute façon assurer nos lignes et nos prises de position dans le gouvernement ou en dehors. Et vous, personnellement, il faudra choisir entre région et commune. Je suis actuellement échevin, j'ai encore beaucoup de travail d'ici la fin du mandat. La crise économique n'a pas épargné les commerçants bruxellois. Donc je vais d'abord me concentrer sur cette fin de mandat et puis nous verrons comment nous gérons les étapes de 2024. C'est ça, donc pas de réponse pour l'instant. Françoise, de se mettre sur ces majorités alternatives, on voit qu'il y a beaucoup de discussions sur d'autres dossiers aussi. Est-ce que c'est pour vous un indice que ça tangue au sein du gouvernement Vervoort ? On sent des tensions depuis le début de la législature, hein. C'est pas nouveau. Et je pense que voilà, avec le PTB, on met aussi la pression à gauche sur le PS. Je veux dire, il y a tellement de besoins sociaux à résoudre. Et nous, on vient que ça marche, c'est ça ? Non, justement, on vient avec des propositions pour mettre les agendas politiques sociaux sur la table et on voit que ça fonctionne. Ça oblige le PS à venir avec des propositions plus à gauche. Donc, il y a la question, par exemple, de la prise en main en gestion publique des logements vides. C'est quelque chose qu'on avait dans notre programme, etc. Donc, on l'a soutenu. Mais donc, on voit qu'en mettant la pression, il y a effectivement des parties de notre programme qui arrivent sur la table. Voilà, et ça, sur base de projets de loi concrets comme ça, évidemment, on veut faire avancer les choses. Ça veut dire que vous êtes plus efficace en dehors du gouvernement que dans le gouvernement ? Ça, je ne sais pas. On est efficace tout court, voilà. Et quand, du côté de Défi, on parle de cordon sanitaire à la fois pour le Vlaams Belang, mais aussi pour la NVA et aussi pour le PTB, ça vous énerve ? Bien sûr. Bien sûr. En quoi on est antidémocratique ? On est un parti tout à fait démocratique. On vient avec des propositions constructives pour résoudre les problèmes sociaux des gens. Il n'y a aucune raison de nous mettre un cordon sanitaire. Fabien Minguin, sur le cordon ? Pour le cordon sanitaire, pour l'instant, c'est le PTB qui s'est mis lui-même en refusant systématiquement de rentrer dans la majorité. Je crois que c'est toujours très confortable dans l'opposition de dire il n'y a qu'à et il suffit de. Je crois que la gestion publique est plus compliquée que parfois les solutions simplistes que peut apporter le PTB. Juste sur cette question de potentiel, possible, éventuel atterrissage de la question d'indexation des loyers sur la table du Parlement en cas de désaccord au gouvernement, ce serait quand même politiquement compliqué, parce qu'il y a déjà la question de l'abattage qui ne trouvait pas d'accord au sein du gouvernement qui est arrivé au Parlement. C'est hors accord gouvernemental. C'est hors accord gouvernemental.
Bien sûr, mais ici, si on a de nouveau un dossier qui arrive au Parlement, c'est pas très très bon pour la dynamique dans la majorité. Je crois effectivement que travailler sous le coup de la menace on va aller déposer un texte dans le Parlement, et je mets de côté le dossier d'abattage où là, il avait été expressément prévu que s'il n'y avait pas d'accord du gouvernement, il y aurait un débat parlementaire libre, n'est pas la bonne manière d'arriver à un dialogue. Mais je le redis, défi au sein du gouvernement est aujourd'hui et plus que jamais ouvert au dialogue sur ce dossier. Il y a des discussions franches avec des points de vue qui effectivement ne sont pas les mêmes. Mais j'ai toute confiance dans les capacités de trouver des accords et des compromis, comme on a toujours pu le montrer. On verra ça dans les prochaines semaines. Oui, on verra ça. On passe à présent aux tunnels qui ont du retard, malgré les fastes du baptême du tunnel Léopold II transformé en Anicordie. Les rénovations des autres tunnels devront attendre. Du coup, certains se demandent s'il faut vraiment tout rénover ou en détruire quelques-uns. Reportage Thomas Dufrane, Jeanne Boufrakesh et Loïc Bourlon. C'est une vraie épine dans la chaussure des 2 derniers gouvernements, les tunnels, ou plutôt leur rénovation. Une saga qui commence en 2015 lorsque des morceaux de béton tombent dans le tunnel Rogier. S'ensuivent des inspections, des fermetures aussi. Le politique prend ensuite le relais avec une commission spéciale au Parlement et un vaste plan d'investissement. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, seuls 3 des 26 tunnels de la capitale ont été rénovés. Pour les autres, il y a du retard sur le plan de base. Il y a parfois des facteurs qui causent un délai, par exemple le crise Covid, le manque de main-d'œuvre. Pour l'instant, il y a un manque de matériel qui est là. Il y a parfois des permis qui ne sont pas délivrés à temps. Alors, il y a toujours des raisons pour lesquelles il y a un retard, mais c'est toujours en veillant la sécurité de ces tunnels. Concrètement, c'est 2 ans de retard pour les tunnels Loire et Béliard, 3 pour Rogier, 5 pour Trône. Des travaux de sécurisation y sont d'ailleurs en cours depuis une dizaine de jours pour permettre de tenir le retard annoncé. Un retard difficile à accepter pour Vincent de Wolf, qui était à l'époque chef de groupe MR au Parlement bruxellois. Ce que je constate, c'est qu'il y a un non-respect de la parole donnée, un non-respect des engagements pris, un non-respect des votes intervenus, majorité-opposition, ensemble au Parlement. Et ça, c'est pas convenable. En tout cas, du côté de la ministre, on assure que le plan n'est nullement remis en question, même si on souhaite une réflexion globale sur l'avenir des tunnels pour éventuellement supprimer l'un ou l'autre sur le long terme. Il faut des débats sur quel tunnel on aura besoin et pas. C'est comme le viaduc Herman de Brou. Est-ce qu'il faut un débat sur oui ou non maintenir des tunnels? C'est un débat pour le futur. C'est un débat, on mène aussi. On demande des études à notre administration, notamment pour nourrir ce débat. Mais qui dit retard dit aussi augmentation des coûts, d'autant plus dans le contexte actuel. Ajouté au dossier du fameux métro 3, la mobilité de la capitale risque d'exploser les budgets bruxellois dans les prochaines années. Alors Fabien Minguin, tunnel, pas tunnel, est-ce qu'il y a des tunnels qu'il ne faut pas rénover d'après vous? Moi, je crois d'abord qu'il faut réussir cette mission de rénovation des tunnels. J'avais été, comme député, membre de cette fameuse commission de tunnels. Il y a effectivement ce besoin de sécurisation. Je reste persuadé que les tunnels sont une solution de mobilité. On est surtout aussi en train de déployer avec la région Madame les plans Good Move qui visent quand même aussi à remporter une partie des trafics de transit des quartiers plutôt vers les axes structurants, dont la petite ceinture. Et donc je crois qu'il y a un besoin en termes de mobilité, effectivement. Maintenant, il faut pouvoir gérer effectivement ce calendrier de travaux aussi avec ses impacts en termes de mobilité. On voit M. De Wolf qui dit qu'il faut respecter les délais, certes, mais il faut aussi pouvoir gérer l'ensemble de ces chantiers en assurant d'un côté la sécurité, comme on le fait sur Trône, mais aussi les questions de mobilité. Croire qu'on va pouvoir faire tous les tunnels en même temps et tout fermer à Bruxelles, ça ne va pas être possible. Il y a des enjeux de mobilité. Mais donc on avait mal planifié. Alors, je crois qu'ici, c'est le retard qui vient chambouler le calendrier qui avait été planifié, qui évitait une fermeture de tous les tunnels en même temps. Mais on voit que, indépendamment de ça, la question prioritaire de ces rénovations de tunnels, c'est la sécurité des usagers. C'est notamment les travaux qui sont en cours à Trône. Et donc, on voit que même s'il y a du retard, on assure d'abord et avant tout la sécurité des citoyens. Mais vous n'avez pas répondu à ma question sur les tunnels. Est-ce qu'il faut remettre en question la rénovation de certains tunnels ou bien pas question, on fait le plan tel qu'il est prévu? Pas à ma connaissance, je crois que les besoins sont là, je le redis, il faut aussi avoir cette vision régionale. Le plan Good Move a défini notamment les axes des tunnels comme des axes structurants en termes de mobilité. On essaie justement d'apaiser nos quartiers en renvoyant une partie du trafic sur ces axes structurants. Il ne paraît pas, en tout cas dans les 10 années qui viennent, opportun d'aller encore réduire ces actes structurants, même si le shift modal aujourd'hui est là, de plus en plus d'usagers passent au vélo, les transports en commun retrouvent leur chiffre de fréquentation. Mais je crois qu'il faut garder des actes structurants, à tout le moins dans les années qui viennent. Et puis pour l'avenir, vous savez, une ville, c'est en construction permanente, une région, c'est en construction permanente. Et donc on verra dans les années à venir quelle sera encore la place de la voiture dans les villes. Vous avez dit 10 ans. Françoise de Smet, de votre côté, qu'est-ce qu'il faut faire de ces tunnels?
On avait déjà posé le problème à l'époque où on a commencé à parler des rénovations des tunnels. Donc c'est, pour rappel, quand même un manque d'investissement public dans les infrastructures qui a fait qu'on arrive à cette situation. On a été mis au pied du mur. Il y a des partenariats publics-privés qui ont été mis en place pour la rénovation. Mais déjà à ce moment-là, on l'avait dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne profite pas de l'occasion justement pour revoir la question de la mobilité globalement sur la région et voir effectivement comment est-ce qu'on pourrait fonctionner autrement. Donc on a besoin d'offrir des alternatives aux gens pour qu'ils puissent se déplacer autrement qu'avec la voiture. On voit bien, il y a toujours autant d'embouteillages, il y a de la pollution, etc. Donc on doit avancer sur la question. Déjà à l'époque, on avait dit, pourquoi est-ce qu'on n'offre pas, on n'augmente pas de manière beaucoup plus grande l'offre des transports en commun? C'était aussi la question du RER qui traîne tout le temps. Mais donc il y avait un chercheur par exemple de Saint-Louis qui disait qu'il fallait augmenter l'offre de la STIP entre 10 et 30%. Donc quand je parle d'offre, c'est vraiment plus de trams, de bus, etc. pour pouvoir se passer petit à petit des tunnels et des avenues urbaines. Mais l'objectif pour vous, c'est de se passer des tunnels? C'est ça la question, hein? Alors, dans 10 ans, Fabien Minguin dit on peut en rediscuter, mais pas aujourd'hui. Oui, et vous, qu'est-ce que vous dites? Alors, le problème, c'est qu'on est reparti, effectivement, dans tout un processus de rénovation complet de tous les tunnels. Donc, on est reparti pour 20 ans à avoir ces autoroutes urbaines qui rentrent dans la ville. Il faut arrêter la rénovation et détruire certains tunnels. Si oui, lesquels? La question fondamentale, maintenant, c'est de pouvoir développer la STIP beaucoup plus. Si on ne développe pas les transports en commun, on n'a pas d'alternative à offrir aux gens, et alors on ne pourra pas se passer des tunnels. Oui, ce qu'on avait proposé à l'époque, c'est d'aller étape par étape, on offre plus de transports en commun, et alors on examine les tunnels qu'on peut effectivement fermer petit à petit. Mais si on n'offre pas d'alternative aux personnes pour se déplacer, ça ne marchera pas. Vous mettez le métro Nord là-dedans, dans ce qui est développement de l'offre STIP, où vous dites il faut y aller? Le métro, oui, on en a besoin aussi. On a besoin de capacité. Donc, je rappelle quand même que c'est 400 000 voitures qui roulent chaque jour à Bruxelles. Donc, on a besoin de capacité importante pour transporter les personnes, que ce soit d'ailleurs les Bruxellois ou les nafteurs, c'est les deux. Et donc, on a besoin du métro, mais on a besoin aussi de plus de trams, de bus. On doit encore beaucoup plus développer nos transports en commun. Fabien Minguin? Moi, je le redis, je crois que jamais ces deux derniers gouvernements n'ont autant investi dans la mobilité, et notamment dans les alternatives, notamment avec le métro. Je crois que ça montre la différence, effectivement, peut-être, entre un parti qui, depuis l'opposition, dit il n'y a qu'à fermer les tunnels, puis qu'on dit comment, on ne sait pas. Nous investissons dans les solutions alternatives, nous travaillons à des plans de mobilité ambitieux, mais c'est toute l'ambiguïté parfois du positionnement du PTB, qui, par exemple, quand on met des politiques en stationnement en place pour essayer de réduire un peu l'incitation à l'usage de la voiture, critique les plans de stationnement des communes et de la région, mais dit après ça, il n'y a qu'à trouver des alternatives. Nous investissons plus que jamais, notamment à travers le métro, dans les alternatives, mais on voit bien les délais de réalisation du métro, ça prend du temps. Il faut donc entre-temps, assurer encore des capacités de mobilité suffisantes pour une ville-région comme Bruxelles. Oui, et vous en profitez pour voir les automobilistes comme des vaches à lait, et c'est la raison pour laquelle vous augmentez les tarifs de stationnement, etc. Ça vous arrange bien, finalement, que les voitures restent sur le territoire bruxellois? Non, moi, je crois vraiment qu'on essaye d'avoir des politiques incitatives pour inciter à d'autres modes de mobilité. Ce gouvernement et la ville l'ont prouvé. Quelle différence vous faites entre le fait qu'il faut maintenir les tunnels, mais par contre, on a démoli le viaduc Reyers, on va démolir le viaduc Herman de Broek, qui était aussi des axes très importants. Quelle différence de traitement vous faites entre On travaille aussi sur le réaménagement de ces artères. Et donc notamment la petite Saint-Sur-Sicard, on voit le boulevard de Waterloo qui va encore être réaménagé également. Donc on en profite aussi pour réaménager. Il est clair que ce qu'on ne peut plus accepter, c'est la vision post-seconde guerre mondiale de ces autoroutes à voiture qui venaient traverser l'ensemble. Et donc c'est vrai que je dis, je ne suis pas fermé à une réflexion à terme. Je crois juste qu'aujourd'hui, les alternatives sont en cours. Le shift modal est en cours, qu'entre-temps, il y a un besoin de mobilité. Il faut être cohérent avec le plan Good Move qui a été voté par la région bruxelloise, qui vise d'abord à apaiser les quartiers en gardant ces axes structurants, qui doivent donc garder une capacité suffisante, tout en continuant à travailler effectivement à ces alternatives. Mais je crois, et le débat sur le viaduc Herman de Broek est le même, on l'a mis dans une perspective. On connaît l'objectif, réaménager ce quartier, comme on a pu le faire avec le viaduc Reyers, où le boulevard est très fluide et fonctionne, mais il faut pouvoir effectivement garder les capacités, le temps de mettre en place les alternatives d'un côté et de permettre aux gens de continuer leur shift modal. Et attention, ce week-end, Herman de Broek est fermé et ne rouvre que lundi. Alors, je vous propose une galerie de portraits à présent à tous les deux, de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous de choisir celui ou celle qui vous inspire, en bien ou en mal. On commence par vous, Françoise de Smet. Je vous propose tout d'abord Boris Johnson, le Premier ministre britannique qui a échappé au Borexit. San Van Roy, qui attaque Luc Besson en justice pour viol, et ça se fait en Belgique, cette attaque en justice. Roberto Martinez, qui s'est rattrapé contre la Pologne de ses errements contre les Pays-Bas.
Ou encore, qui je pourrais vous proposer d'autres, eh bien, Brigitte Chanoine, la rectrice de l'ICHEC, désignée citoyenne d'honneur de Woluwe-Saint-Pierre. Qui choisissez-vous? Boris, Sand, Roberto ou Brigitte? Mais je vais prendre Sand parce que Sand Van Rooij. Oui, donc les questions de viol et de violence faites aux femmes dans le milieu culturel, voilà, on l'entend beaucoup. On va finir par se demander s'il y en a un qui va y échapper à un moment, mais voilà, je pense que ça montre à quel point il y a encore énormément de violence faites aux femmes dans la société, et certainement quand il y a des rapports de domination comme ça. Qui sont faits, donc que ce soit sur le milieu du travail aussi, il y en a beaucoup. Voilà. Dès qu'il y a un rapport hiérarchique entre des personnes, c'est des On en choses a parlé ces dernières semaines aussi dans les milieux politiques. Ouais. S'il se passe quelque chose au sein du PTB, comment ça se passe? Il y a une espèce de commission comme à la France Insoumise, ou comment vous fonctionnez? Oui, alors c'est pris très au sérieux. Voilà, s'il y a des plaintes qui sont faites, on écoute bien sûr immédiatement. Mais qui écoute? Comment? Qui écoute? Il y a des personnes au sein du parti qui sont spécialisées là-dedans. Des personnes de référence. Oui, tout à fait. Et chez Défi, il y a eu l'affaire de Herde récemment. On a dit que l'échevin allait être entendu au sein de Défi. Je ne sais pas s'il a déjà été entendu ou pas par le président François de Smet. Il faudrait lui poser la question. C'est ce qui est prévu, c'est être entendu par le président. C'est effectivement, on a un comité de déontologie qui écoute et qui entend les mandataires qui sont dans ce cadre-là, comme ça a été le cas malheureusement aussi avec Monsieur de Patou-Lavant, qui a directement été déchargé aussi de ses missions au sein de Défi. Ici, je ne sais pas où en est la procédure en interne. Vous, Fabien Minguin, je vous en propose 4 autres. Tout d'abord, Sophie Loers, directrice du Beaux-Arts, décédée à 56 ans. Rafael Nadal, qui empile les victoires, dont la toute dernière à Roland-Garros. Miss Marvel, nouvelle super-héroïne qui doit combiner vie d'ado et super-pouvoir. Ou encore Ah-Young Choi, super victorieuse au concours Reine-Elisabeth, catégorie violoncelle. Qui choisissez-vous? Sophie, Rafale, Miss Marvel ou Ah-Young? Mes passions vont faire qu'en tant que geek, je vais évidemment aller plutôt vers Miss Marvel, mais aussi parce que je suis heureux de voir qu'enfin ces super productions, sans doute, mais s'ouvrent aussi à la diversité, remontrent enfin d'autres visages et permettent de mettre en avant d'autres héroïnes. Et donc, voilà, une série que je dois encore aller découvrir. Je n'ai pas encore eu le temps de la commencer, mais elle s'annonce prometteuse. Oui, c'est sur Disney+, et les deux réalisateurs de 2 des épisodes sont bruxellois et anversois. Exactement. On les connaît bien, et c'est eux qui ont fait cela. Alors, 5 infos de la semaine, laquelle vous a ravi ou vous a énervé, et pourquoi? On commence par... c'est vous, Françoise de Smet, qui allez en choisir une tout d'abord. Bientôt des chargeurs universels partout, les profonds regrets du roi au Congo, la démolition de la maison de Dutroux, les moteurs thermiques bannis en 2035 à Bruxelles et en Europe, et l'étourdissement avant abattage recalé en commission. Alors que choisissez-vous, Françoise de Smet? Je vais prendre les regrets du roi au Congo. Parce que je pense que le discours avance positivement. Donc on a entendu les mots exploitation, on a entendu les mots racisme. Donc voilà, je pense que c'est très important pour retour sur notre histoire coloniale que ces mots-là aient été prononcés par le roi, parce qu'effectivement la Belgique est allée là-bas pour exploiter les richesses. Et c'est ça d'ailleurs qui a fait qu'il y a des grosses sociétés en Belgique qui se sont enrichies, et sous fond de racisme, puisqu'on a bien sûr exploité aussi toute une population avec ce racisme. Donc je pense que c'est très important que ces mots ont été prononcés, c'est positif. C'est suffisant? Pas d'excuses? Certains ont des excuses. C'est pas encore suffisant, mais je pense que c'est important quand même de souligner que ces mots-là, surtout exploitation et racisme, ont été prononcés. Je pense que c'est très important. Un premier geste, finalement. Oui. Et vous, Fabien Minguin, une autre information qui vous a... La maison de Dutroux qui est démolie, parce que je crois que ça permet de continuer à tourner la page. Je crois qu'on a tous été très marqués, je me rappelle enfant, par cette horrible histoire. Et donc d'avoir un peu la fin de ce tourisme morbide, comme on l'entendait, et d'avoir quelque chose d'autre qui va venir à la place, permet quand même de continuer à avancer dans ce besoin de deuil collectif qui a été le nôtre. Oui, il en restera un jardin et une stèle, évidemment. Le week-end prolongé dernier fut le théâtre de quelques incidents contre les interventions de personnel en uniforme, caillassage contre des policiers à Gênes dans le quartier des Seguem ou à Forêt, pompiers piégés au parvis Saint-Antoine, reportage sur place avec Jim Moskowitz et Loïc Bourlard. Des trottinettes calcinées, des pavés éparpillés, voici les stigmates d'une intervention de pompiers qui a mal tourné.
Je suis furieux, c'est aussi simple que ça, comme bon nombre de pompiers, comme les pompiers, mes collègues qui sont intervenus cette nuit. Il n'y a même pas un sentiment, ils sont même plus choqués, c'est furieux qu'ils sont parce que c'est des agressions à répétition. Une équipe de pompiers a été appelée ici, rue de Mérotte, pour un incendie. Mais une fois sur place, les hommes du feu ont été pris pour cible. On voit très bien sur le volet d'un compartiment de notre autopompe l'impact d'une des pierres qui a quand même été jetée avec une certaine violence pour faire des dégâts comme ça. Donc et heureusement, comme je l'ai dit, heureusement que le pompier portait son casque parce que sinon il y avait des séquelles. C'est donc grâce à ce casque que l'on a évité un drame. Lorsqu'on demande aux pompiers pourquoi cette animosité envers leur uniforme, c'est l'incompréhension qui règne. On est au service de la population, justement. On va peut-être venir en secours à votre grand-mère, à votre papa, à votre frère, à votre sœur pendant un incendie. Donc laissez-nous travailler en toute sécurité, en toute tranquillité. Peu de réactions de la part du monde politique. Le secrétaire d'État en charge des pompiers a réagi sur son compte Twitter. Seule une action stricte de la part de la police et de la justice est adéquate. Les syndicats aussi demandent des sanctions plus sévères, mais plus qu'un tweet, ils veulent des actions. À un moment donné, ces agressions qui sont plus violentes risquent de générer, on risque d'avoir un mort dans nos rangs. Qu'est-ce qu'on va avoir alors? On va certainement avoir tout un tas de politiques qui vont arriver à la cathédrale, à la basilique de Kuckelberg, l'air peiné et compagnie, et puis le lendemain, on va tout oublier, on va recommencer. Non, Sur l'année 2021, il y a eu 58 cas d'agression physique envers les pompiers de la capitale. Un chiffre en légère augmentation. Les pompiers que nous avons rencontrés ce matin semblent partager le même constat. La situation ne s'améliore pas. Au contraire, elle se détériore. Françoise de Smet, quelle réponse politique apporter à ces problématiques d'agression contre des pompiers, mais aussi contre des policiers? Là, le reportage ne concernait pas les policiers, mais il y a eu aussi des affaires concernant des policiers. D'abord dire évidemment que ces agressions sont tout à fait intolérables et que voilà, on est face à des travailleurs qui essayent de faire leur métier et qui en plus de sauver des gens. Et donc c'est tout à fait inacceptable qu'ils soient sujets à ce type d'agression. Après, par rapport aux réactions, il faut effectivement qu'il y ait des sanctions qui soient établies. On prône par contre plutôt pour aussi des sanctions qui soient réparatrices et éducatives, parce qu'on ne veut pas évidemment que ça se reproduise. Et donc dans ce sens-là, c'est par exemple participer peut-être au travail des pompiers, ou en tout cas être plus en relation pour comprendre vraiment en quoi consiste le travail. C'est peut-être venir en aide à des victimes aussi, à travers des associations d'aide aux victimes ou autre chose, mais vraiment pouvoir conscientiser le plus possible pour qu'on évite que ça se reproduise à l'avenir. Les auteurs des actes d'agression. Mais donc il faut qu'il y ait des sanctions, ça c'est évident, mais on est aussi pour envisager des sanctions éducatives et réparatrices. Et puis je pense que c'est important aussi de vraiment recréer un lien de confiance, parce qu'on voit qu'il y a la confiance par rapport aux autorités, etc., est vraiment cassée. Donc on l'a fortement vu aussi pendant cette crise Covid. Donc comment est-ce qu'on va recréer du lien? Et là, dans ce sens-là, je pense qu'aller dans les quartiers, pouvoir mener des discussions dans un cadre où les gens peuvent se sentir en confiance, pour recréer du lien, vraiment, je pense que c'est très important aussi. Fabien Minguin, quelles actions politiques sont-elles prévues? C'est effectivement des actes à vitupérer, ça ne peut pas être expliqué, même objectivement. J'entends la défiance vis-à-vis des autorités, mais les pompiers sont là pour aider, sauver. Leur casque, il n'est pas là pour sauver leur vie d'un jet de pavé, il est là pour sauver leur vie de la mise en danger qu'ils connaissent quand ils interviennent. Et donc je crois qu'effectivement, il faut que les sanctions soient lourdes et exemplaires par rapport aux auteurs de faits quand on les retrouve, évidemment, pour faire bien passer le message qu'il y a quelque chose là que la société n'accepte pas qu'on s'en prenne comme ça au corps des pompiers. Je crois après ça qu'effectivement, tout ce qui permet toujours le dialogue peut être une solution, et de peut-être organiser plus de journées où on présente... Je rappelle avoir été régulièrement, avoir des démonstrations, des animations pour essayer de comprendre. Mais j'avoue que rien, à mon sens, ne me permet d'expliquer et de comprendre pourquoi on s'en prend à un corps comme celui des pompiers, qui est vraiment le service d'aide tellement d'urgence à la population. Vous me paraissez bien démunis tous les deux. On a reçu pas mal de témoignages, Stéphanie Meillet, justement, de ces problématiques de caillassage, de faux feux de poubelle aussi. C'est pas que caillassage des pompiers, on l'a dit, c'est caillassage aussi de la police. Et donc on a eu un contact avec un policier de la zone Midi qui est très très désabusé par ce qui se passe, alors qu'il était vraiment très investi dans le projet et qu'il trouvait que les choses avançaient bien. Pour lui, le problème ici, il couvre depuis plusieurs semaines.
Il y a des opérations policières qui avaient été suggérées par des policiers, mais qui finalement étaient rejetées par les autorités communales de Forêt. Alors, faute de soutien hiérarchique et politique, nous dit ce policier, eh bien, certains de ses collègues ne veulent plus intervenir dans certains quartiers. Il y a une crainte de voir des zones de non-droit se multiplier. Hein, zones de non-droit dont on parlait il y a très longtemps. Eh bien, ici, on a peur de voir ce phénomène revenir. Alors, témoignage de cette personne me dit « J'ai connu une époque où on pouvait intervenir à 1 ou 2 équipes dans le quartier Jacques-Franck. Il y a quelques jours, 5 patrouilles étaient sur place et elles ont dû rester spectatrices sans pouvoir intervenir. Il pointe aussi le manque de patrouilles globales pour intervenir en nombre. Et donc, il y a ce sentiment, toujours dans le chef de cette personne, d'un malaise face à l'abandon d'un certain travail de proximité qui existait et une réorganisation ici qui fait que bien des collègues ont été découragés, ont quitté la zone. Or, ces collègues connaissaient les gens sur place et c'est ça qui permettait finalement de tenir un peu le quartier. Donc un regard très très critique sur ce qui se passe pour l'instant et une envie de faire bouger les choses et c'est un petit peu pour ça qu'il nous a contactés. Et pour être complet, dans ce quartier-là, Jacques-Franck, que vous citiez, il y avait une brigade qui s'appelait la brigade du Néus qui était dissoute et qui était remise en question pour violence policière. Oui, alors, donc il y a tout un dossier un peu délicat sur cette zone-là. Et justement, cette brigade-là a eu mauvaise presse suite à ça. Et donc, le malaise, c'est que cette brigade de proximité, en fait, le malaise qu'il y avait autour de ça, ça se reporte peut-être sur d'autres initiatives locales qu'on n'ose plus mettre en place. Est-ce que vous remarquez cela aussi dans la zone Bruxelles-XL, Fabien? Oui, et du coup, on a mis en place des initiatives pour justement essayer de recréer du dialogue, de la rencontre. Je crois que ce qui est toujours important à se rappeler, que ce soit dans le cas d'un pompier ou d'un policier, c'est que derrière ça, des hommes, des femmes qui le soir veulent rentrer chez eux, retrouver leurs enfants, que derrière l'uniforme, il y a des êtres humains et que quand on lance un pavé sur un autre être humain, c'est quand même un acte qui est absolument inadmissible et qui peut être mortel également. Et donc, il faut pouvoir intervenir. Et donc, c'est vrai qu'on a des opérations, par exemple, café-police, où justement, on essaie de recréer ce lien social, recréer cette connaissance entre le policier et les habitants d'un quartier. Et puis, c'est vrai qu'après ça, il faut pouvoir intervenir partout, parce qu'il est vrai qu'il y a des quartiers où, évidemment, on vient embêter, que ce soit des trafics de drogue et autres, et où on essaie de faire en sorte que la police ne vienne plus en les attaquant. Et donc, il faut des condamnations fermes et aussi démanteler ces trafics de drogue qui sont souvent les premières causes on essaie de tenir la police à l'écart de nos quartiers et de nos affaires. Ça n'est pas acceptable dans nos sociétés. Il faut se donner les moyens d'aller lutter contre ça, recréer ce lien de proximité avec la police, mais la police doit pouvoir intervenir partout. Thierry Fiorelli. Les problèmes avec la police, sans les sous-estimer ou mésestimer, bon, ils sont anciens, en fait. Ça date, alors ça peut bouger d'un quartier à l'autre. Je ne les excuse pas pour autant, mais j'ai envie de dire, ce sera pratiquement toujours comme ça. En fait, on aura dans certaines générations ou dans certains quartiers peut-être plus de mal. On pourrait parler des ambulanciers, parce qu'il y en a aussi qui se font agresser. Souvent, on dit c'est parce que les gens qui les agressent sont ivres ou sous influence de drogue. Les pompiers, vous avez fait part de votre incompréhension. Vous avez parlé, vous, de quartier. Qui, selon vous, se dit un moment, on va tendre un piège à des pompiers et pourquoi? Est-ce que vous avez une réponse à ça avant les sanctions? On va discuter, mais on va discuter comme m'a demandé Jean-Jacques. En fait, on discute avec qui? Qui fait ça? Peut-être un élément, sa réponse, c'était le trafic de drogue, peut-être ce que vous disiez. Oui, on l'a vu effectivement parfois dans certains quartiers, ou même l'intervention d'un pompier quand on va brûler ou mettre le feu à une caméra pour éviter, parce qu'on a installé une nouvelle caméra pour la sécurité, on n'a pas envie qu'il y ait une intervention. Mais ça, ce sont vraiment l'enjeu des sanctions par rapport à ces personnes-là qui ne veulent aucun contrôle de l'autorité publique. Ça, c'est un rapport effectivement de force qu'on ne doit pas avoir instauré. Mais je ne crois pas que ce soit les courants majoritaires. Honnêtement, sur les services de secours, c'est un phénomène que je ne m'explique pas, que je ne comprends pas. Et effectivement, c'est assez incompréhensible qu'un service de secours soit pris pour cible. La police, je ne l'excuse pas, je ne l'explique pas, mais parfois, comme vous dites, il y a des rapports compliqués. Donc là, il y a sans doute un travail de retissage à faire. Mais de nouveau, ça n'excuse en rien. Ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens, des pères, des mères de famille, qui font ça dans leur... c'est leur travail et qui doivent aussi avoir le respect de leur intégrité physique. On nous a signalé aussi des incidents, par exemple, dans les gardes d'urgence. Françoise de Smet, vous parliez tout à l'heure de l'effet Covid. Il y a sans doute un effet d'énervement, un effet où les gens sont un peu sous tension. On constate cela. Je ne sais pas si dans les maisons médicales, on le constate aussi.
Oui, enfin, on l'a constaté aussi, notamment dans les familles, avec plus de violence aussi au niveau conjugal, etc. Donc oui, il y a eu un effet Covid qui a sans doute accentué toute une série de violences, mais je pense qu'on doit aussi s'interroger sur le terreau, on va dire, qu'on doit résoudre aussi, qui peut effectivement engendrer des violences. Quand il y a beaucoup de gens qui sont, et certainement les jeunes, qui ne trouvent pas de travail, ici à Bruxelles, je veux dire, quand vous êtes au travail, vous n'avez pas le temps de lancer des cailloux sur les pompiers. Mais ça se fait le soir et la nuit, souvent quand même. Oui, mais bon, donc il y a d'abord beaucoup de problèmes sociaux à résoudre. On voit que dans les sociétés où il y a beaucoup d'inégalités sociales, c'est sujet à plus de violence en général que dans des sociétés où il y a beaucoup moins d'inégalités sociales. Donc je pense qu'il faut s'interroger quand même là-dessus aussi. Et puis à juste titre, donc, vous avez soulevé un point important, c'est qu'avant on avait des agents de quartier, de police qui connaissaient bien les gens. Et donc ils nous expliquaient aussi, on peut résoudre 90% des conflits par le dialogue. Ça, c'est la base. Aujourd'hui, on n'a plus ces agents de quartier. Donc, ça pose effectivement problème. Et puis, il y a eu aussi beaucoup de problèmes. Vous allez soulever avec Uneus notamment, où beaucoup de jeunes se sont sentis stigmatisés aussi, qui ont vécu des violences, etc. Tout ça n'aide pas, évidemment, à ce qu'il y ait un rapport par rapport à l'autorité qui soit avec un lien de confiance, que du contraire. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'il faut résoudre. Un mot de conclusion, Stéphanie Meyer, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non. Eh bien, on va passer à notre dernier sujet. On va parler commerce. Et ça tombe bien, on a un échevin du commerce. Alors, comment évoluent les magasins du 21e siècle ? Physiques, hybrides, virtuels, pop-up, bio, pas bio. À quoi ressembleront les rues commerçantes bruxelloises ? Est-ce que l'échevin des affaires économiques de la ville de Bruxelles a une idée précise de cela ? Oui, c'est un sujet évidemment ça, sur lequel on travaille. Oui. Effectivement, donc on a déjà aussi pendant la période Covid et lancé des études pour voir un peu quelles étaient les tendances et comment allaient se reconfigurer aussi dans un monde post-Covid la dynamique commerciale. Ce qui est vrai, c'est qu'on va aller de plus en plus vers de l'hybridation de commerce. Pas forcément de l'hybridation juste physique et numérique, mais aussi l'hybridation dans les concepts. On va retrouver des magasins de vente de vêtements qui vont avoir soit un pôle service où vous allez pouvoir faire personnaliser l'habit que vous achetez, soit un pôle Horeca par exemple. Et donc on voit cette hybridation entre le monde de l'Horeca, le monde du détail, entre le service qu'on offre et le produit qu'on vend de plus en plus importante. On pense aussi beaucoup que l'artisanat, le petit commerce spécifique va continuer à beaucoup se développer, tout comme les tendances do-it-yourself, durables. On le voit aussi avec le seconde main qui explose aujourd'hui, avec des magasins qui vraiment connaissent et redonnent vie à ce seconde main dans cette gestion un peu plus durable de l'acte d'achat et de l'économie. Et donc, on a effectivement cette perspective d'une hybridation. On aura des concepts qui vont beaucoup plus se lancer. Je crois que c'est l'intérêt de Bruxelles d'attirer ces concepts dans ces artères commerçantes pour aussi diversifier notre offre commerciale et la rendre aussi dans la diversité différente de ce qui se trouve dans notre ville. Et donc permettre à Bruxelles d'attirer aussi les flux de chalandise par des concepts un peu plus uniques que ce qui se fait traditionnellement. Mais par exemple, la rue Neuve aujourd'hui, c'est fini alors. Tel que vous le décrivez, c'est pas du tout ça la rue Neuve. Mais la rue Neuve se pose les mêmes questions et les concepts et les commerces de détail, même les grandes marques, se posent la question de se dire tiens, comment est-ce que demain on peut rendre l'expérience d'achat dans nos magasins différente que la facilité que peut offrir, même si ce sont les mêmes magasins, l'acte d'achat en ligne. Et donc je crois effectivement que ce qui fera que demain on va se rendre dans un magasin, c'est la concentration de différents types de commerces que vous cherchez dans l'artère dans laquelle vous rentrez. Et la deuxième chose, c'est de vivre une expérience d'achat positive, un peu différente que le simple fait d'aller s'acheter un pantalon. Stéphanie Meyer. Alors ça c'est un projet un peu d'avenir, mais quand on regarde ce dimanche par exemple, on fête les 10 ans de Pique-Nique, qui était cette opération un peu désobéissance civile qui avait lieu devant la bourse pour inciter à passer des boulevards du centre aux piétonniers. Le piétonnier, il est là donc depuis une dizaine d'années. Maintenant, ça a traîné au début parce qu'on n'a pas fait les aménagements, donc c'est vrai que c'était compliqué. Maintenant, on voit qu'il est en place. Souvent, certains journaux ont titré sur la burgerisation de ce piétonnier. Est-ce que ce piétonnier, finalement, va dans cette logique-là, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire ? À un moment, on a voulu lancer un moratoire sur l'Horeca. On s'est donné une stratégie de développement commercial, notamment pour la zone piétonne. Ce qui est intéressant à regarder, c'est quand on parle d'il y a 10 ans en Pique-Nique, on ne passait pas, il y a 20 ans, les boulevards du centre. Regardez aujourd'hui les quartiers périphériques de la zone piétonne, la rue Sainte-Catherine, la rue du Chartreux, quand même une offre commerciale assez incroyable qui s'y est développée. Sur la zone piétonne, effectivement, il faut maintenant réaliser cette politique de transformation et d'accompagnement. Alors,
la burgerisation, gavéisation, les enseignes étaient bien là, bien avant la mise en place de la zone piétonne. C'est aussi pour ça que nous avons mis en place ce moratoire sur les Horeca, pour essayer d'avoir un changement aussi de l'offre actuelle pour ce qui est nécessaire. Maintenant, je crois véritablement que la zone piétonne va connaître son succès également commercial. Elle intéresse de nombreux acteurs économiques qui cherchent à s'y installer. Et donc, on verra les mutations qui seront en cours dans les prochaines années. Vous avez un horizon temporel où on dit « Ah ben tiens, là, dans X années, ce sera bien ». Alors, avant le Covid, on espérait quand même pouvoir avoir des premiers résultats ici dans cette mandature. C'est un phénomène qui va encore prendre du temps, sur lequel on travaille. On commence à avoir parfois des cellules vides qui appartiennent à la ville, sur lesquelles du coup on a un levier de pouvoir de décision plus important et qui nous permettent d'essayer de chercher des offres commerciales différentes de ce qui s'y trouve actuellement. Vous voulez dire que la faillite de certains endroits vous Alors ça n'a pas été des faillites, parce que c'est par exemple le magasin Oxfam qui s'est agrandi sur la zone piétonne, et on trouve que c'est typiquement un des commerces qui a toute sa place dans une piétonne, qui rencontre un franc succès, qui a été loué, qui avant ça a été hébergé dans un commerce de la régie. Donc là, on a une opportunité, par exemple, pour apporter un autre mix commerçant, une autre offre, essayer d'attirer une enseigne un peu différente de ce qui s'y trouve actuellement. Françoise de Smet, de votre côté, comment est-ce qu'il faut envisager ces commerces des années à venir? La question, je dirais, c'est on fait une ville pour qui, au final, hein. Donc, voilà, on peut avoir toute une diversité de commerces dans chaque quartier, notamment autour du piétonnier, mais on doit surtout garantir une offre de commerce qui reste accessible pour la population autour aussi. Sinon, on va finir par, en fait, faire fuir les habitants d'origine qui vont devoir aller vivre ailleurs. Vous avez l'impression que c'est le cas aujourd'hui ? On sent, voilà, petit à petit, ça prend peut-être plus de temps que le souhait de la ville, mais c'est le risque, bien sûr, que le quartier se transforme complètement et que les habitants qui sont sur place n'aient plus accès à l'offre on a besoin de commerce de proximité quand même pour que les gens puissent faire leurs courses. Mais plus généralement, parce que nous ne parlons pas que du centre de Bruxelles. Ouais. Bruxelles, c'est comme les 19 communes. Comment est-ce que les commerces des différentes artères commerçantes peuvent s'en sortir demain ? On voit effectivement quand même un développement de l'e-commerce. Hein. Même quand vous achetez votre machine à laver, maintenant, je pense que tout le monde le fait par Internet et la fait livrer à la maison. Donc, il y a des choses qui évoluent. Et donc là, par exemple, la question centrale est plutôt les conditions de travail en ce qui concerne l'e-commerce. C'est quand même important de le souligner. Donc avec des grosses enseignes comme Amazon, etc., on a vu maintenant toute la bataille aux États-Unis pour la création de syndicats pour améliorer les conditions de travail, parce que même en Belgique, on va essayer de détricoter en fait de plus en plus les conditions de travail, en détricotant maintenant les acquis qu'il y a par rapport au travail de nuit, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont sur la... Vous avez l'impression que le consommateur choisit en fonction de cela le type de commerce vers où il va ? Il y en a certains, peut-être oui, mais bon, voilà, on voit qu'il y a une demande par rapport à l'e-commerce qui est là. Donc ça, je dirais, ça ne va pas diminuer. Hein, donc il est là, donc autant batailler maintenant pour améliorer les conditions de travail. Alors, quel magasin physique peut rester, alors, d'après vous ? Qu'est-ce qui va rester ? Il y a ceux qui sont déjà là aujourd'hui, je dirais. Mais par exemple, il y a tout le débat aussi sur le nouveau centre commercial qui voulait être construit à niveau de Néo, qui maintenant fait plutôt marche arrière. Et je pense que c'est plutôt bénéfique parce qu'on a déjà beaucoup de centres commerciaux sur la région bruxelloise. Donc il vaut mieux qu'il n'y ait pas de Néo ? C'est ça que vous dites ? Il vaut mieux qu'il n'y ait pas de centre commercial à Néo. Maintenant qu'il y a un projet Néo avec du logement abordable, etc., ça oui. Fabien Minguin, là-dessus, sur Néo, est-ce qu'il faut un centre commercial ? La décision a été prise, les contrats ont été signés. J'entends que certains le remettent en question, même ceux qui ont parfois fait les accords à l'époque. Moi, je reste persuadé que nos centres urbains, et c'est là-dessus qu'on travaille, ont la capacité de faire face à de la concurrence supplémentaire. Je le redis, on a un centre urbain, on a des quartiers qui ont une offre, qu'on est capable d'amener des magasins qui offrent autre chose que ce qu'on trouve dans les centres commerciaux et qui donc ont leur attractivité. Et donc c'est à ça que nous travaillons. Thierry Fureli. Oui, j'avais une question à vous poser. On revient un peu dans le centre de Bruxelles. On a vu qu'à l'occasion de la pandémie, c'est le centre de Bruxelles qui commercialement a le plus, pour des raisons évidentes, pâti. Moins de touristes ou pas de touristes, moins de bureaux ou pas de gens qui allaient dans les bureaux. Certaines autres communes en ont profité pour jouer un peu au vautour, là, et se dire, mais venez plutôt chez nous, c'est la campagne à Uccle. La question, c'est, en fait, pour qui il faut développer une nouvelle offre commerciale ? Pour des touristes, essentiellement, majoritairement. On a parlé des logements au début, on a vu que ça coûte quand même très cher, donc peut-être qu'il y aura plus grand monde qui habitera. On le voit dans les Marolles avec la francisation et les loyers qui augmentent fort. L'objectif de la ville, c'est de faire du piétonnier autour un endroit commercial pour qui ? Alors, on a défini dans la stratégie commerciale
4 types de clientèle. Je rassure ma collègue, le premier, c'est les habitants. On a un concept de ville à 10 minutes où on veut que dans chaque quartier... Les habitants de Bruxelles-Ville. Les habitants de Bruxelles-Ville dans le Pentagone. C'est pour ça que dans la zone piétonne, nous avons gardé par exemple le Brico, nous allons agrandir le supermarché qui s'y trouve parce qu'il est aujourd'hui très, très étroit. Donc il y a cette première cible de clientèle. La deuxième, c'est effectivement les usagers de la ville, ceux qui viennent y travailler, parce qu'on a encore près de 25 000 m² de bureaux qui vont se développer rien que sur la zone piétonne, je parle. Et donc, on sait qu'on va continuer à avoir besoin d'offres commerciales qui répondent aussi à ces besoins-là. Le troisième, c'est effectivement la destination. C'est de faire en sorte que cette artère, ce centre-ville, puisse parler à l'ensemble des Belges, qu'ils puissent y trouver une offre commerciale. Et donc oui, on a ce pari sur la destination, et notamment aussi sur la jeunesse, qui s'est fortement approprié le piétonnier. C'est déjà 30% de la clientèle de la zone piétonne, c'est la jeunesse qui, elle, aime passer du temps, aime ce concept urbain renouvelé, effectivement. Et puis, il y a cette vocation touristique. Et c'est vrai que la zone piétonne, aussi parce qu'elle est un peu la colonne vertébrale de l'ensemble de nos quartiers commerçants du Pentagone, a vocation à être apte à capter ces 4 flux de clientèle, qu'ils soient habitants, qu'ils soient les usagers de la ville, que ce soit le commerce de destination et le flux touristique, parce qu'on est dans le cœur historique de Bruxelles. Et donc, je crois qu'il n'y a pas de concurrence entre ces flux. Je crois qu'il y a de la place pour des offres commerciales qui répondent à l'ensemble de ces flux de clientèle. Voilà le projet de ville, en tout cas, que nous défendons, et que nous défendons certainement pour le Pentagone. Et quand une commune vient draguer des enseignes commerciales de Bruxelles-Ville, je pense à Uccle, en offrant des conditions apparemment beaucoup plus intéressantes, vous réagissez comment à Bruxelles-Ville? Très sereinement. Vous savez, moi, j'ai des commerces uclois qui viennent à la ville de Bruxelles en saluant l'accompagnement commercial qu'on développe à la ville pour essayer justement d'accompagner les porteurs de projets qui veulent s'installer dans nos commerces. Vous préférez quitter Uccle pour venir. Je trouve qu'à Uccle, il y a un côté très dénigrant sur l'offre commerciale. On veut que les beaux commerces. Moi, je remarque que le centre-ville a un avantage concurrentiel en termes d'accessibilité, de flux, capacité d'attraction par son patrimoine, par son caractère central, qui fait qu'on a encore aujourd'hui énormément de porteurs de projets qui s'installent dans le centre-ville. On a des commerces qui ouvrent, des nouveaux concepts justement plus hybrides. Et donc j'ai toute confiance dans la stratégie que nous avons développée. Et pour ce que font les autres communes, honnêtement, je ne suis pas très inquiet. On reviendra une autre fois avec les Uclois qui auront le droit de réponse. On va passer à présent à nos coups de cœur. Stéphanie, vous vouliez nous parler d'une chaîne YouTube. Oui, ben voilà, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Il y a une volonté d'interdire à Bruxelles les colliers électriques ou les colliers à clous pour les chiens au nom du bien-être animal, en prenant d'autres méthodes. Alors je me suis demandé c'est quoi les autres méthodes. Je suis un petit peu allée voir sur les réseaux sociaux. Alors il y a tout un business qui se développe là-bas. Et j'ai retenu une chaîne YouTube, une page Facebook gratuite qui s'appelle donc Peps et Scott. Et c'est Éducation par le jeu. Alors c'est un Namurois, c'est pas un Bruxellois, mais un Namurois qui a mis ça au point. Ça remporte un fameux succès. C'est pas du Namurois, Peps et Scott. Non, mais voilà, Peps c'est le chien. Quand on regarde un petit peu les vidéos, on se rend compte en fait que l'approche des chiens a vraiment changé terriblement en 30 ans d'existence. On ne dresse plus un chien, on éduque un chien aujourd'hui. Et on éduque, il faut lui expliquer. Et donc on lui explique, ils expliquent un peu dans toutes ces vidéos comment on fait. Je trouve ça assez intéressant. Et donc voilà, moi j'ai découvert quelque chose de neuf. Donc voilà mon coup de cœur du jour. Ça tombe bien pour votre chien. Alors Thierry, vous vouliez nous parler de Fairground Brussels. C'est quoi Fairground Brussels? Alors c'est presque la boucle qui se boucle par rapport au début de notre débat. C'est une coopérative immobilière à vocation sociale. Alors quand on voit ça comme ça, on se dit ouf. Non, c'est en fait génial. C'est 14 associations existantes donc qui se sont regroupées depuis plus ou moins 2 ans en se disant, puisque pour des raisons assez légitimes, les pouvoirs publics ne peuvent pas suivre en termes de demande de logements sociaux. Pourquoi ne pas déjà un peu aider? Pour l'instant, ils en sont déjà à 14 logements. Sur les 50 000 demandes, c'est peu, mais ça veut quand même dire que ça commence. Et cette coopérative à laquelle tout le monde peut coopérer, 25 € pour une part, 1 000 € si on veut avoir accès à retour, on va dire, sur investissement, c'est acheter des terrains et ou du bâti qu'on rénove ou sur lesquels on construit des logements à prix modéré, au moins 40% en dessous de la moyenne des loyers. On l'ouvre à des espaces associatifs et qui pourraient être même aussi à des commerces genre à vocation durable, vertueux, on va dire. On fait la distinction entre le bâti et le terrain. Ça veut dire que si un jour le locataire veut racheter son appartement, il peut.
Mais la terre, le terrain appartiendra toujours à la coopérative. Ils ont déjà, en 2 ans, 14 nouveaux logements. C'est peu, c'est le début, et je trouve que c'est génial. Donc j'invite tout le monde à aller voir. Il y a moyen de faire des choses. Et il y a un projet déjà à Forêt, hein, c'est ça, un à Forêt, Calico, un à Anderlecht. Je pense que les 14 espaces sont là. Et moi, je voulais vous parler d'un livre, mettre en avant un beau livre bilingue, reprenant les bâtiments de l'architecte Joseph Diongre. Il est mort il y a 60 ans. Il est l'auteur de Flaget, mais aussi d'églises et de cités-jardins. On ne parle pas assez de ce Joseph Diongre. Alors ça s'appelle tout simplement Joseph Diongre. Il y a même des visites où on peut visiter tous les bâtiments de ce fameux Joseph Diongre. Alors, une sortie dimanche sur le piétonnier, aller faire un pique-nique par exemple. Il y a le pique-nique effectivement ce week-end. On voit que le centre-ville revit et qu'il y a énormément d'événements en ville. On compte beaucoup sur l'événementiel aussi pour faire revivre notre ville. Il y a plein de bonnes programmations qui arrivent, effectivement. Et vous, Françoise de Smet, qu'est-ce que vous conseillez pour un dimanche de juin? De juin, oui. En espérant qu'il fasse beau. Oui. Bon, oui, redécouvrir Bruxelles. Il y a beaucoup de chouettes promenades à faire. Des balades? Oui, des balades. Dans quelle commune? Tout simplement. Moi, j'aime beaucoup aller à Anderlecht. Ouais. Il y a quand même des jolis coins aussi à Nerpede, etc. Donc, c'est pas trop loin et c'est très joli. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. On se retrouve pour la dernière de la saison. C'est la semaine prochaine déjà. Au revoir.